on verra l'impact aérophilatélique de ce bataillon du Pacifique. Date extrêmement importante, non seulement pour la Nouvelle-Calédonie, mais pour l'ensemble du monde. C'est l'attaque japonaise sur Pearl Harbor le 7 décembre 1941 et le 8 décembre 1941. C'est par conséquence l'arrêt de la liaison Pan-Air vers les États-Unis. La Nouvelle-Calédonie est alors absolument isolée du reste du monde et en particulier de la métropole. Le 12 mars 1942 débarquent les Américains à Nouméa. Il y a 12 000 soldats américains qui débarquent le même jour à Nouméa, c'est-à-dire plus que la population de la ville. Le Birakem, qui a marqué en juin 1942 un peu le changement, un changement important parce que c'est une des premières, un début, je dirais, des victoires alliées contre l'Allemagne. Et à Birakem participe le bataillon du Pacifique. Le 6 juin 1944, bon, c'est le jour le plus long bien connu, et la reprise du courrier officiel du courrier vers la France date du 23 août 1944. Alors, je vais vous commencer donc par vous présenter quelques plis. Voici un pli de ce qu'on a appelé la drôle de guerre. C'est un pli là de janvier 1940 qui arrive en, en fin février à Pau. C'est adressé à Pau. Ce qui est intéressant dans cette lettre, c'est que vous avez à la fois donc ici la censure de Pau. Est-ce qu'elle était vraiment nécessaire à cette époque? Je ne suis pas sûr, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les cachets et les bandes qui sont utilisées à l'époque sont quasiment les mêmes que celles qui étaient utilisées à la Première Guerre mondiale. Et puis, bon, comme si de rien n'était, c'est bien la drôle de guerre, et bien, au Vdo, on voit une flamme de propagande touristique pour le Pays Basque. Alors, voici comment a été acheminé, hein, c'est ce qu'on a vu, comment a été acheminé ce pli. Ce pli est passé donc par ce qu'on appelle la route des Indes depuis l'Australie. Arrive alors la débâcle, la défaite, quand survient la défaite en France, et bien, le courrier se trouve souvent bloqué. Voici un pli qui est resté bloqué 5 ans. Il est parti de Nouméa le 17 mai 40, c'est-à-dire vraiment au début de cette débâcle, voilà, 17 mai 40, et est arrivé à New York exactement 5 ans plus tard, le 17 mai 1945. Le 21 juillet 1940, donc, la Pan American ouvre ce vol San Francisco vers Auckland. La Panam avait opéré auparavant un vol, enfin, à partir des années 1935-1937, un vol sur le Pacifique Nord vers Hong Kong et ensuite vers Singapour. Et puis en 1940-1941, la Panam avait ouvert, en fait, déjà dès septembre 1939, un vol New York, les Bermudes, les Açores et Lisbonne. Alors, voici quelques courriers qui ont été transportés sur ce premier vol de la Panam. Alors, il y a eu des milliers d'enveloppes qui ont été acheminées sur ces vols. Ce sont essentiellement des plis, je dirais, de propagande, de publicité de la Panam. Mais je me suis intéressé uniquement aux courriers privé et commercial. Il y a eu à peu près 500 lettres au départ de Nouvelle-Calédonie vers essentiellement la France, mais aussi vers l'Europe.
Alors, a priori, 500 lettres, c'est beaucoup. La raison pour la petite île, ou du moins si peu peuplée qu'est la Nouvelle-Calédonie, il faut savoir que depuis plusieurs mois, la Nouvelle-Calédonie était coupée de la métropole et donc il a fallu attendre au moins 3 mois ce premier vol pour que la population calédonienne envoie son courrier. Alors, ce qui est très curieux dans ces lettres, hein, alors vous voyez sur chacune de ces lettres un des cachets commémoratifs de la liaison. Il y en a eu sur toutes les liaisons, pas vous les présenter. Celle-là est intéressante. Le cachet vert est un cachet qui a été appliqué au départ de Nouméa pour le courrier vers San Francisco, vers les États-Unis. Alors, ce qui est très étonnant sur ces plis, c'est que vous avez là un pli qui est vers la zone occupée. Elle est renvoyée à l'expéditeur, puisque, bon, effectivement, avec l'accord de l'armistice et la mise en place d'une zone de démarcation, le courrier ne pouvait pas être envoyé vers la zone occupée et était renvoyé. Mais ce qui est curieux ici, c'est que vous avez là, alors oui, pardon, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce courrier vers la zone occupée a été acheminé jusqu'à Lisbonne, et vous voyez ici une censure allemande. Alors cette censure allemande s'est faite à Francfort. Le courrier a donc été acheminé directement de Lisbonne vers Francfort. Alors, ce qui est étonnant ici, c'est que vous avez aussi une censure allemande, la même ici à Francfort, pour du courrier vers la zone libre. C'est quand même assez curieux, il n'était pas prévu que le courrier vers la zone libre soit saisi par les Allemands et censuré. Alors, qu'est-ce qui a dû se passer? Et ce qui s'est passé, c'est que tout le courrier à destination de la France a été mis dans une dépêche close, est arrivé à Lisbonne, et les postiers de Lisbonne étaient très certainement incapables de distinguer ce qui était de la zone occupée et de la zone non occupée, et par facilité, ou peut-être aussi par intervention des Allemands à Lisbonne, on ne sait pas très bien ce qui se passait à l'époque. Bon, la totalité de la dépêche, du sac de courrier, a été envoyée en Allemagne et ensuite soit renvoyée en Nouvelle-Calédonie, c'est le cas ici, soit envoyée au destinataire. Voici une de ces enveloppes qui a été envoyée en zone libre. On voit qu'elle a été conservée. Bon, le courrier est parti ici le 30 août. Et même après l'acheminement du premier courrier, en plus c'est une lettre de 1941, donc on a eu encore des saisies de courrier par les autorités allemandes. Et ici, ça a bien été, on retrouve la lettre E de la commission de Francfort a été censurée à Francfort et ensuite, quelques mois plus tard, renvoyé à son destinataire à Lyon. On a ici le cachet apposé sur la bande de censure allemande. Alors là, vous avez une lettre qui est assez extraordinaire, puisque c'est une lettre qui est adressée à la Martinique, toujours sur ce premier vol. Normalement, l'acheminement au départ de Nouvelle-Calédonie aurait dû être par la Paname jusqu'à San Francisco, de San Francisco ensuite à New York par les lignes intérieures américaines, et puis ensuite elle aurait dû redescendre par le sud via Miami directement sur la Martinique. Or, on constate que
cette lettre pour la Martinique, eh bien, a été, là aussi, censurée à Francfort par la Wehrmacht, et puis ensuite envoyée via Marseille. Vous avez ici le code de la censure à Marseille, et elle arrive le 10 janvier, alors non pas 40, mais 41, c'est une erreur de cachet, en Martinique. Alors, qu'est-ce qui a dû se passer? Eh bien, très probablement, la lettre a été mise dans la dépêche close destinée en France, est arrivée à Lisbonne, et ensuite renvoyée, comme toute la dépêche, à Francfort, où elle a été censurée. C'est une lettre qui a eu un curieux acheminement. Et de Francfort vers la Martinique, elle est passée comment après? Elle est revenue par Marseille, puis elle est repartie par Lisbonne. D'accord. Elle est remontée à New York et redescendue ensuite normalement. Voici un acheminement qui sont peu communs, puisque ce sont des courriers de Nouvelle-Calédonie adressés en Indochine. Donc, ça a pris à la fois ce qu'on appelle la FAM 18, hein, le Foreign Aid Mail Contract, qui correspond à la ligne de Paname vers le Sud-Pacifique et qui passait par Honolulu, en correspondance de quelques jours avec les vols de la FAM 14 de la Paname, qui, elle, allait, comme on l'a vu sur la carte, vers la Chine, Hanoï, Hong Kong en l'occurrence. Alors ici, vous avez deux plis. Un pli qui est adressé à Haiphong, qui a été donc acheminé cette fois-ci par avion de Hong Kong à Hanoï et puis ensuite à Haiphong. Alors, on aurait pu se dire que la voie la plus évidente aurait été par la mer de Hong Kong à Hanoï, mais on voit, bon, je ne les ai pas montrés ici, mais au verso, vous avez un cachet à Hanoï qui est antérieur à celui de Haiphong. C'est donc un pli qui a pris très certainement un des tout derniers vols d'Imperial Airways entre Hong Kong, Hanoï et Bangkok. La lettre à côté, celle-ci, est partie aussi le même jour de Nouméa, a pris le même acheminement, le premier vol de la Paname sur le Pacifique Sud, sur Honolulu, puis Hong Kong. Cette fois-ci, c'est intéressant, il est passé aussi par... alors lui, il est adressé directement à Hanoï, il n'est pas adressé à Haiphong. Et ce qui est intéressant au verso, c'est de voir ce cachet Hanoï RP bis, qui est peu connu, qui était le cachet secret de la censure à Hanoï. RP-BIS. Voilà un pli, là aussi, ce premier vol de la Paname, cette fois-ci adressé de Nouvelle-Calédonie à Madagascar par, alors on le voit ici, hein, là, on voit les bandes de censure d'Afrique du Sud. Il a mis 10 mois. Il est parti donc, je l'explique ici, par le clipper, American Clipper de Nouméa à San Francisco, puis il est parti par avion jusqu'à New York. À New York, il a été envoyé par bateau jusqu'à Durban. Il a été ouvert par la censure. Et alors, la question qu'on se pose, c'est, il est adressé à Tamatave. Le premier réflexe qu'on a, c'est que la voie la plus évidente, hein, d'aller de Durban à Tamatave, c'est de prendre le bateau. Or, ce qui est très étonnant, qui montre que ça n'a pas pu se faire, c'est que on a un cachet de Tananarive qui est ici du 9 mai 1941, avec un cachet de Tamatave qui est postérieur, qui est du 12 mai 1941. Ça veut dire que
Le pli n'a pas pu passer directement par Tamatave. Il est passé d'abord par Tananarive. Et s'il est passé par Tana, c'est qu'il il est arrivé par avion. Donc, j'ai pu rétablir son acheminement. Il est parti de Durban vers le Mozambique par la hors-shore route d'Imperial Airways ou de la BOA. Oui. Oui. Consommation énergétique de l'électricité et du gaz. Oui. Parce que je suis chargé de vous informer qu'à partir de lundi prochain, vous allez avoir Est-ce que vous pouvez couper votre micro, celui qui a une communication sur le gaz? dont vous êtes toujours propriétaire. Attendez, là je Pour suis votre perdu. suivi de qualité qui reste bien sûr gratuit au numéro 54 rue de Malin. Oui. Dominique, tu peux pas couper le. Ben, c'est ce que j'essaye de faire. C'est qui là? Désactiver le son. Tous. Normalement, le Tous, à Qu'est-ce que tous. je cherche? Sélectionner haut-parleur. Désactiver le son. Participants, on est 16 Oui. là. soit la matinée à 10h ou l'après-midi à 14h. Attends, j'essaye de sélectionner speaker. Euh, Attends, voir que j'essaye de trouver participants. oui. Et la matinée vers 10h. Oui. Je cherche, hein, Et les Oui, oui. paramètres audio. Attends, voilà. des services techniques qui vont vous rappeler Ah, voilà, son, Tu vois attends, pas son qui parle? d'origine. et le prénom exact de notre chargé d'habitat. Oui. Vous pouvez Tout l'identifier. à l'heure. OK. Juste si vous permettez de m'assurer que les champs de votre rapport sont bien remplis sur le système. Je suis désolé, Jean-Daniel, je cherche. Vous êtes toujours Oui, oui, propriétaire avec oui. madame sur la même adresse. Est-ce Non, que mais- chacun coupe son micro, c'est plus Oui, simple. que Est-ce que chacun vous coupe pouvez son tous micro. couper votre micro, s'il vous plaît? Monsieur Napon. Oui. Voilà. Dominique demande à tout le monde de Pour le couper son chauffeur, micro. c'est Ben toujours oui, au c'est ce gaz, que je demande, Oui. mais la personne ne m'entend avec pas. une chaudière à gaz qui date d'une dizaine d'années. Oui. Voilà. Si mentionné Est-ce que la personne qui est en communication pour le Oui, gaz c'est pourrait ça. couper sa... Je réponds, monsieur, je vous félicite. Et vous êtes non imposable. Merde. Juste une petite précision. Parce que c'est bon. De la maison, si vous avez une idée, est-ce qu'il fait Oui, une centaine de mètres carrés à peu près. Attends, qui parle là? Qui parle? Je ne sais pas, c'est ça ma question. Attends, tu Oui. peux pas voir. Moi, j'ai pas les J'ai photos, perdu, mais comble perdu. Attends, je vais voir. tu dois avoir un cercle, un cercle jaune autour de la Ça doit être photo de la Michel personne qui parle. Nampon. Dominique, ça doit être Michel. C'est Michel? 10 oui. heures, on avait dit tout à l'heure. Il y a Oui, c'est M. Michel. Ferrien qui parle. Il y a M. Ferrien qui parle. C'est Monsieur Non. Ferrien qui parle? Bah, je sais pas, je Alors, vois en que ça même lève. temps, c'est pas moi, hein, c'est pas moi. D'ailleurs, j'ai Non, le c'est numéro M. du- Ah, donc Nampon. c'est Michel C'est peut-être Nampon. alors. Juste, monsieur Nampon, je vous rappelle que ça vous Oui, Ah, c'est c'est Monsieur Nampon. Nimpon. que c'est un passage général mis en place par l'État. Michel, Michel. Michel. D'accord. OK. Voilà, de ma part, je vous Attends, remercie je crois que je l'ai trouvé. à lundi à 11h et attendez l'appel de ma collègue. OK, entendu, au revoir. Oui, au revoir, monsieur. Bon, Bon. bah, ça y est. Michel, tu as perturbé la réunion. Enfin, le GDF a perturbé ta réunion. Ah bon. Bon, on te laisse reprendre. Désolé, Jean-Daniel. Oui, alors, eh ben, je vais Ça veut dire que reprendre. chacun, si vous avez quelque chose, ce genre de situation, merci de couper votre, votre micro. Oh. Oui, alors je vous disais que depuis Durban, donc ce pli sur Madagascar a pris l'avion d'Imperial Airways, de ce qu'on a appelé la Hors-Shore Route, qui allait en fait de Durban au Caire et ensuite du Caire jusqu'à Sydney. Elle est allée jusqu'au Mozambique, où elle a pris un des vols militaires français, alors qui n'était pas régulier, mais qui existait bien et qui opérait entre Madagascar et le Mozambique, en liaison avec justement ce vol de la BOAC. Et ensuite, de Tananarive à Tamatave, elle a pris le train, ce qui lui a fait un voyage de près de 300 jours et de 40 000 kilomètres. Et en 10 mois de trajet. Ah, voilà, là, c'est sans doute la plus belle pièce de ma collection. Je vous l'ai peut-être déjà présentée.
C'est une pièce, donc vous voyez, qui est partie sur ce premier vol de la Nouvelle-Calédonie, de la Nouvelle-Calédonie par la Panère vers San Francisco, et qui est adressée au général de Gaulle. Elle date du 21 juillet 1940, c'est-à-dire juste un mois après l'appel du général de Gaulle. Donc, il y avait bien un néo-calédonien qui, au bout du monde, avait entendu l'appel du 18 juin et qui lui écrivait. Alors, bon, j'ai fait pas mal de recherches, en particulier à Nouméa, là, au mois de juin, et j'ai trouvé qu'il s'agissait en fait du chef de service des postes qui s'est adressé au général de Gaulle en lui demandant des instructions pour la marche de son service. Et voilà ce qui est dit, voilà ce que. Et j'ai trouvé aussi la réponse du général de Gaulle. Le général de Gaulle lui a répondu dès le 15 août. Donc en fait, c'est une lettre qui a mis quoi, même pas 3 semaines hein, pour arriver jusqu'à Londres. Vous remarquerez que on ne connaissait même pas l'adresse du général de Gaulle puisque elle est adressée au chef de la Légion française à Londres. C'est tout, et c'est effectivement un postier anglais qui a remis l'adresse aux 4 Carlton Garden à Londres. Alors, j'ai retrouvé la réponse du général de Gaulle qui a envoyé par télégramme du 15 août le texte suivant. Merci, lettre du 20 juillet. Je reconnais en signataire l'esprit patriotique de votre corporation. Courage et amitié. Vive la France, général de Gaulle. Et ce télégramme a longtemps été affiché au service des PTT à Nouméa. C'est incontestablement une belle pièce historique. Alors, voici ce qui est très difficile à trouver. Hein. Ce sont les cartes interzones vers la Nouvelle-Calédonie. Alors, voici là une carte interzone de France adressée à Nouméa. Moi, je n'en connaissais que 2, dont celle-là. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est ce cachet de censure. De longues discussions avec des gens qui connaissent mieux l'histoire de la Seconde Guerre, l'histoire postale du moins de la Seconde Guerre postale de la Seconde Guerre mondiale que moi. J'ai trouvé encore récemment que ce cachet était un cachet de censure, figurez-vous, de Gibraltar, mais qui n'a pas été apposé à Gibraltar, qui a été apposé aux Bermudes, puisque aux Bermudes se trouvaient les censeurs anglais. Il y a eu à l'époque jusqu'à 800 censeurs anglais qui examinaient tous les courriers de et vers les États-Unis et l'Europe dans les deux sens. Ils l'examinaient aux Bermudes. J'estime que ce pli est très probablement passé par avion parce que je ne connais pas de pli qui soit acheminé par bateau. Bon, il y a une thèse selon laquelle ça aurait été acheminé par bateau, mais je pense plutôt que ça a été acheminé par Panère, même s'il n'y a pas la mention par avion sur cette carte. Voici une autre carte, alors elle qui est beaucoup plus rare, c'est la seule que l'on connaisse, qui, elle, est une carte postale, elle, qui a été émise en Nouvelle-Calédonie et qui a été renvoyée. Longtemps, on m'a dit que, c'est assez juste, que cette carte a été inadmise parce que on avait apposé des timbres dessus, et c'est vrai que la censure refusait qu'on y mette des timbres parce qu'elle soupçonnait des messages qui cachés derrière. Mais en fait, ce n'est pas du tout la bonne raison. Cette
Cette carte a été renvoyée à Nouméa, tout simplement parce que les autorités, alors a priori même françaises, considérant que la Calédonie était une colonie dite dissidente, a renvoyé cette carte à Nouméa. Et d'ailleurs, on voit bien que le texte confirme cette hypothèse, puisqu'il est écrit « Inutile de m'écrire, les lettres pour la Nouvelle-Calédonie sont retenues en France, j'ignore pour quelle raison. » C'est Lucien Toutounji qui a écrit Comment? Ducaire. Non, non, il n'y a pas du Caire. Non, mais Lucien Ducaire. Est-ce que tu vois, Lucien? Ah oui, Lucien. Ah, d'accord. Non, non, c'est Lucien Ducaire, oui, me donnera de vos nouvelles. Oui, c'est peut-être. Oui, oui, bah, je vais lui poser la question. Oui, oui, C'est Lucien Toutounji pose la question. Ah oui, oui, j'avais pas remarqué, vois-tu, oui. Oui, oui, tiens, je vais. Je sais pas, c'est. Oh, mais il ne doit pas être le seul. Enfin, bon, c'est le plus connu. Ah, il était au Caire à certainement à cette époque-là. Oui, oui, bah, je vais lui poser la question. Oui, oui, c'est bonne remarque. Tiens, c'est amusant. Oui. Autre sujet, comme je vous l'ai montré, le général de Gaulle avait nommé le lieutenant-colonel Broche, enfin, il était lieutenant à l'époque, à Tahiti d'abord, pour qu'il constitue un bataillon du Pacifique. Il a rejoint donc la Nouvelle-Calédonie début 41. C'est lui qui a créé le bataillon du Pacifique, composé de Polynésiens, de Néo-Hébridés, puis surtout de Calédoniens, tous des volontaires. Et il les a amenés d'abord se former en Australie, et puis ensuite ils ont rejoint le Proche-Orient, la Syrie, la Palestine, et puis après ils sont allés se battre à Bir Hakeim, et ils ont ensuite continué la campagne d'Italie. Ils sont remontés ensuite, oui, ils ont fait la campagne d'Italie, et ils ont été jusqu'à Paris. C'est une grande, enfin c'est un bataillon qui a marqué très certainement l'histoire de la Nouvelle-Calédonie. Alors voici quelques lettres. J'ai pu avoir une archive contenant des lettres du colonel Broche. Là, c'est un pli qui est adressé à son épouse, du colonel Broche, adressé à son épouse à Tunis, puisqu'il venait effectivement de Tunisie. Voici ici deux lettres, alors là, qui lui sont adressées. Une lettre de Dakar. Alors on y précise l'acheminement souhaité par l'IDA. Alors effectivement, on sait que c'était la KLM qui passait par l'IDA, l'OD, parce que les avions de KLM ne pouvaient plus franchir la Méditerranée. Donc, depuis l'Aude, les courriers remontaient par train jusqu'à Istanbul et ensuite arrivaient en Europe. Donc, c'est un pli qui est prévu donc de passer par KLM de l'Aude à Bangkok. Ensuite, il est marqué Tokyo. Je ne pense pas qu'il soit passé par Tokyo. Il est plutôt passé par Hanoï, puis redescendu sur Sydney, est envoyée à Nouméa. À Nouméa, elle est renvoyée donc au bataillon du Pacifique au Proche-Orient. On y trouve l'adresse qui était donnée aux familles de Nouvelle-Calédonie était de dire premier bataillon expéditionnaire français du Pacifique abroad via Sydney. C'était le code, et à Sydney, il était envoyé à la destination au Proche-Orient. Là, vous avez ici, on retrouve aussi sur un autre pli de Nouméa adressé cette fois-ci directement en Palestine, avec via Sydney, on a ici
le cachet de censure de Sydney. Voilà une autre lettre particulièrement intéressante qui est adressée à un autre, alors à un caporal du bataillon du Pacifique, adressée donc à Beyrouth via le Caire, et ensuite adressée, je pense que quand elle est arrivée à Beyrouth, elle a été envoyée, ici on voit, au bon soin de, alors je ne sais pas, de la caserne, je ne sais pas qui précisément, aux casernes turques à Alep, qui ne doit plus malheureusement exister. Ce qui est intéressant ici, c'est le tarif. Il n'y avait pas de tarif qui aurait été prévu au départ de Nouvelle-Calédonie vers Beyrouth. Il y avait bien un tarif il n'y avait pas de tarif pour cette zone-là officielle. Donc, il a été créé un tarif spécial qui n'a été appliqué que 3 mois, qui était applicable aux familles des soldats du bataillon du Pacifique. Donc, c'est une lettre qui est partie de Nouméa jusqu'à Sydney, qui est remontée par cette Horse Route jusqu'au Caire. Et on a vu tout à l'heure un acheminement ici entre Durban et puis le Mozambique. Et là, elle est partie de Sydney jusqu'au Caire. Avec ici la bande de censure australienne. Voici une lettre que j'ai déjà d'ailleurs dû vous montrer ou publier dans la revue du CAF, un acheminement assez intéressant du courrier. Alors c'est un courrier là du Portugal adressé à Nouméa, à une maison bien connue d'import-export à Nouméa. Elle a été envoyée le 21 février 1941. Or, l'hiver de 1941 était connu par des vents extrêmement forts, qu'il y a souvent en hiver, mais l'hiver 41 était particulièrement marqué par des tempêtes. Donc, les avions ne pouvaient pas remonter face au vent sur l'Atlantique Nord, et l'avion était obligé de passer jusqu'à Boloma en Guinée équatoriale et descendre jusqu'au Brésil pour remonter ensuite sur New York, puis San Francisco, puis Nouméa. C'est là un acheminement particulièrement complexe et pas intuitif, je dirais. Autre pli là, que je voulais vous montrer, un pli qui est adressé à Oujda au Maroc en août 41. Avec là, vous avez ici la censure au départ de Nouvelle-Calédonie. Et là encore, curieusement, malheureusement, les deux, c'est un pli qui est arrivé aussi à Lisbonne et qui a été envoyé à Francfort, à la commission de Francfort. Cette commission était chargée d'ouvrir tout le courrier qui venait des États-Unis à destination de la France ou des colonies. Et ensuite, bon, de Francfort, elle est retournée vers le Maroc. Mais curieusement, il n'y a pas de cachet de transit ni de date d'arrivée. Ah, voilà aussi une très belle lettre, alors là qui est intéressante, donc elle aussi adressée au général de Gaulle. Elle est partie le 7 janvier 41, elle arrive à Londres le 2 février 41. Là encore, c'est encore un acheminement, un délai particulièrement rapide et remarquable. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça aussi que je vais voulu la montrer, c'est son tarif, la complexité de certaines surtaxes aériennes. Alors, c'est une lettre
de 90 grammes. Alors déjà, le port pour l'étranger se décompose d'un premier niveau jusqu'à 20 grammes à 8,50 francs 50, et ensuite une surtaxe par tranche de poids de 20 grammes de 1,50 franc 50, plus une taxe de recommandation à 2,50 francs 50, quel que soit le poids. Et la surtaxe aérienne est particulièrement complexe puisque elle se décompose d'une part. Alors, la tranche ici est à 5 grammes, alors que les tranches de poids pour le port normal est à 20 grammes, mais ça, c'est assez courant. Donc, ce pli à destination de la Grande-Bretagne a une surtaxe qui se décompose en deux parties. D'une part, une taxe à 12,50 francs 50 par 5 grammes pour la France et l'Europe. On voit ici que c'est un 18e échelon de poids. Et il y a une majoration supérieure, une majoration supplémentaire pour tous les pays d'Europe. Dit autrement, ça c'est la présentation officielle, dit autrement, pour la France, c'est 12,50 francs 50, et pour le reste de l'Europe, c'est 12,50 francs 50 plus 1,25 franc 25. Mais là, la complexité réside dans le fait que la majoration se fait sur une tranche de poids qui est différente de la base, puisque ici, c'est de 20 grammes. C'est assez complexe, mais ce qui explique que cette lettre est au tarif, elle est d'un poids élevé, elle est un tarif là aussi très élevé de 242 francs. Ça correspond actuellement à un envoi de l'ordre d'une centaine d'euros. Je ne sais pas ce qu'il y avait de remarquable à l'intérieur de ce pli pour une personnalité remarquable, mais sur le plan, ne serait-ce que, enfin, sur le plan historique, géographique et philatélique, c'est un pli intéressant. Alors oui, bon, je me suis fait un plaisir de présenter cette lettre par avion avec la moitié de la série des timbres France Libre qu'on trouve très rarement sur lettres. On la trouve éventuellement sur des plis vers les États-Unis ou vers des plis qui étaient, ou des pays qui étaient liés à la France libre. En particulier, on l'en trouve vers des sections un peu sur l'Australie ou sur Fidji, et j'en connais même une sur la Grande-Bretagne. Alors, je dis, bon, il y a tous fait attention à ce genre de pli. Il n'est évidemment pas au tarif. D'ailleurs, on voit que l'expéditeur a franchi à 36 francs 50, et c'est un pli qui vaut mieux ne pas présenter en compétition. On vous expliquerait qu'il n'est pas au tarif. Oui, là, je me suis permis de vous donner ces quelques lettres qui ne sont pas des plis par avion, mais qui comportent des marques de la France libre, toutes différentes selon la localité de Nouvelle-Calédonie. Ce sont des plis qui sont là aussi peu communs. Vous avez là une lettre qui est adressée qui est envoyée par le consul américain en Nouvelle-Calédonie, adressée au secrétaire d'État à Washington, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères. Et l'intérêt de cette lettre, c'est qu'elle a appartenu à la collection du président Roosevelt. Vous avez ici au dos l'authentification de cette lettre. Et ça me plaît d'avoir ma collection à la fois des plis qui ont été du général de Gaulle et de Roosevelt. Pearl Harbor. Bon, Pearl Harbor a évidemment mis fin à la desserte de la Paname. Vous avez ici un pli de San Francisco qui est arrivé le 8 décembre en Nouvelle-Calédonie, le 8 décembre correspondant au 7 décembre à Hawaï, le jour de l'attaque japonaise. C'est donc un des derniers, enfin, c'est un pli qui est arrivé sur le dernier vol qui a desservi Nouméa. Là, vous avez un rare cachet, c'est un pli anglais à destination de la Nouvelle-Calédonie,
qui n'a pas pu rejoindre sa destination. Et on y trouve le rare cachet Trans-Pacific Service Suspended. Ah, le dernier vol de la Paname. Donc, le 8 décembre, le capitaine Ford, qui était au bord de son clipper, se trouvait entre Nouméa et Auckland, reçoit un message secret lui demandant de couper toute liaison radio avec qui que ce soit et de se montrer le plus discret possible. Il est donc, puisque, mais ça il l'a su après, à la suite de l'attaque des Japonais sur Pearl Harbor, toutes les liaisons aériennes commerciales ont été suspendues. Donc, l'avion se retrouve à Auckland et à Auckland, le capitaine Ford attend des nouvelles de New York pour savoir ce qu'il doit faire, sachant qu'il ne peut pas rentrer aux États-Unis par la route normale à travers le Pacifique. Et au bout d'une semaine, on lui demande bien, de rentrer par le plus discrètement possible par l'Australie, l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud pour arriver à New York. L'avion part d'Auckland, il se pose à Nouméa, il se pose surtout à Nouméa, bon, parce que c'est une escale technique, qui lui permet de prendre il y avait 2 moteurs qui étaient à Nouméa, donc il les a pris. Il a pris aussi avec lui les quelques tous les membres de l'équipe américaine de la Paname qu'il a acheminé vers l'Australie. Et il a pris très probablement aussi ce pli adressé aux États-Unis et qui a emprunté ce dernier vol. Donc, qui est parti, vous l'avez là, sur ce trajet assez remarquable. L'avion se pose le 6 décembre à l'aéroport de LaGuardia, à la plus grande surprise des contrôleurs aériens qui n'étaient pas informés pour cause de l'arrivée de cet avion. Il n'y a pas de cachet de transit ni d'arrivée précis sur ce vol, sur cette enveloppe. Il y a seulement une mention manuscrite arrivée le 6 janvier 1942. On dit traditionnellement qu'il n'y avait pas eu de pli sur cet avion. On a découvert entre-temps, ce qui est sûr, c'est que l'avion n'a pas pris de courrier, de sac de courrier. Ça, c'est certain. Il a néanmoins transporté quelques plis. On connaît quelques plis au départ d'Australie qui, eux non plus, n'ont pas de cachet d'arrivée. Je pense que compte tenu des cachets qu'on voit en particulier celui-là, on trouve sur cette lettre, il est très probable que ce pli a pris ce vol exceptionnel. Autre vol, je dirais, exceptionnel, voici une lettre qui un accidenté du vol de la Paname du 22 février 1943 à Lisbonne. Alors, ce qui est remarquable, c'est que cette lettre provenait bien de Nouvelle-Calédonie. On a ici le cachet Nouméa. Donc ça prouve bien qu'il est parti de Nouméa. On voit ici, là vous avez ici le cachet de censure de Nouméa. Donc c'est vraiment bien un pli qui vient de Nouméa, qui est donc passé par San Francisco, très probablement par bateau, et ensuite redescendu par avion sur Lisbonne.
la marque ici, acheminement, oui, c'est acheminement suspendu par l'autorité militaire suite à l'attaque de Pearl Harbor. Donc, ce qui explique qu'il a probablement été acheminé par voie maritime. Et vous avez ici le cachet typique du courrier accidenté en cours de transport aérien du vol de la Paname, du crash de la Paname, février 1943, sur le Tage. C'est, à ma connaissance, c'est un document unique au départ, du moins, de Nouvelle-Calédonie. Autre lettre aussi intéressante, mais que j'ai dû déjà vous présenter dans la revue, c'est une lettre qui est adressée de Haïfa, adressée à un soldat aux États-Unis, à Pittsburgh. Alors, ce n'est pas un Pittsburgh en Pennsylvanie, mais c'est Pittsburgh dans la baie de San Francisco. Un soldat, mais ce soldat n'est plus à Pittsburgh. Il est, dernière adresse connue, il serait à Seattle. Et à Seattle, ici vous avez l'inscription de l'officier responsable qui barre Seattle et qui adresse le pli à l'APO 502, 336e Station Hospital. Et il faut savoir que ce 336e Station Hospital se trouve à Doumbéa, en Nouvelle-Calédonie, et que l'APO 502, on a ici le cachet, c'est le sigle de l'office postal de San Francisco en charge du courrier de Nouvelle-Calédonie. Donc, c'est un pli qui est reparti donc, de San Francisco vers Nouméa, très probablement, quand on voit les cachets, sur avion militaire. Bon, quand on traite de la guerre, de la Seconde Guerre mondiale, on a toujours mentionné les messages de la Croix-Rouge. Vous avez ici deux messages de la Croix-Rouge. Ce premier est un message qui vient de la Croix-Rouge belge et qui était au départ de Mont-Saint-Barreuil. Il faut savoir que Mont-Saint-Barreuil faisait partie du territoire français que les Allemands avaient affecté à la Belgique. D'où le fait que ce soit la Croix-Rouge belge qui se charge d'envoyer ce message, d'une part via Genève. Il arrive en février 1942 à Nouméa et arrive ensuite est renvoyé à Genève le 23 juin, donc 1942. Il a mis près de 15 mois pour faire l'aller-retour, pour échanger des nouvelles. Là, exactement comme pour les cartes interzones, les messages de Nouvelle-Calédonie sont quand même beaucoup plus rares que les messages à destination de la Nouvelle-Calédonie. Et on a là un message de Nouméa d'août 1943, arrivé à Vichy en janvier 1944, avec un timbre de Vichy. Il y a eu jusqu'à 1 million de soldats américains qui sont passés par Nouméa durant la guerre. La Nouvelle-Calédonie était à l'époque ce qu'on a appelé un peu, qui était la base arrière de la guerre du Pacifique. Ça a été surtout la base arrière de l'attaque de Guadalcanal, aussi bien pour y acheminer des troupes et du matériel que d'y ramener aussi des blessés. Comme on l'a vu là sur la lettre qui venait d'Haïfa, qui était adressée à un soldat américain blessé qui probablement avait participé à l'attaque de Guadalcanal. Alors, du courrier américain, il y en a des dizaines, des centaines de milliers de lettres.
J'en ai choisi qu'une, hein, qui est celle-ci, que je trouve assez amusante, parce que le soldat fait ce joli dessin. Mais il n'y a pas eu que les Américains. Il y a eu un régiment australien et le courrier des soldats australiens est assez rare. Beaucoup moins rares sont les troupes néo-zélandaises, comme se plient là, les Néo-Zélandais étant à l'intérieur de l'île. Voilà, quelques mots sur une partie, je dirais la partie la plus philatélique ou aérophilatélique. Et vous avez ici une lettre officielle avec un cachet de censure de la France libre. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez le port pour l'étranger à 2 francs 50, le port simple, et ici un timbre américain à 6 cents pour payer la surtaxe aérienne qui a été, parce que ce prix a été acheminé, ici on le voit, par l'US Navy, par un avion de l'US Navy de Nouméa vers les États-Unis. Autre particularité aussi, c'est un pli dispensé de surtaxe aérienne. Les dispenses de surtaxe aérienne sont extrêmement rares. Il faut savoir, on sait tous que les courriers de franchise militaire, par exemple, étaient dispensés du port simple, mais n'étaient pas dispensés de la surtaxe aérienne. Or là, on a un pli qui est dispensé à la fois du port simple et de la surtaxe aérienne. Il s'agit là de plis pour c'est des plis pour on appelle ça des bulletins de vote. Voilà, c'est l'envoi d'un bulletin de vote pour l'élection présidentielle de novembre 1944 qui était dispensé de tout affranchissement. Nous voici donc à la fin un peu presque de cette aventure. Le 23 octobre 1944, les communications postales aériennes entre la France et ses colonies sont officiellement rétablies. Et là, vous avez une lettre qui est intéressante, donc d'Aubusson du 26 octobre 1944, adressée à Nouméa, qui est passée par New York. Et ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on y voit à la fois un timbre Pétain et des timbres surchargés République française de la libération de Lyon. Cette possibilité est tout à fait possible. Elle n'a duré que 4 jours, puisque la démonétisation des timbres de Vichy n'a eu lieu que le 1er novembre 1944. Or, cette lettre a été envoyée 4 jours avant, le 26 octobre. Donc, on y trouve à la fois des timbres Pétain et des timbres de la Libération. Ce qui est assez peu courant. Oui, donc pour finir, 2-3 remarques. Le courrier reprend à partir de 1944, mais la reprise se fait très progressivement, et y compris en 1945. Et on y trouve, voilà, vous avez 2 plis avec avec les OAT, hein, ce qu'on appelle les OAT, c'est les Onward Air Transmission. Ça veut dire que le courrier continue au-delà du point où est apposé l'OAT. Ici, dans les 2 cas, ça a été apposé à Londres. Donc, ça explique que c'est du courrier là. Vous avez du courrier au départ de Tunisie qui passe par Londres et ensuite acheminé sans doute par avion, en partie par avion, jusqu'en Australie, puisqu'on a ici la censure australienne, et puis ensuite sur la Nouvelle-Calédonie.
qui est beaucoup plus rare, c'est du courrier au départ de Nouvelle-Calédonie avec la marque OAT jusqu'à Londres et puis ensuite sur Paris. Alors là, voilà, c'est une question que je me pose. Je n'ai pas encore obtenu la réponse. Vous avez ici des courriers qui sont partis en janvier 1945. Parti de Nouméa en janvier 1945 et qui a été retenu à New York. Vous avez ici la mention This article has been held by the Office of Censorship, qui a été donc censuré à New York et remis sur le circuit postal que le 23 juin. Pour quelle raison du courrier en 1945 qui vient de Nouvelle-Calédonie, donc qui a toujours été pays allié, à destination du Maroc qui en 1945 a rejoint la France combattante. Pourquoi ce courrier a été censuré à New York? C'est une question à laquelle je ne peux pas répondre, mais si vous avez la réponse, je suis preneur. Voici, j'en termine là. Si vous avez des questions auxquelles je pourrais répondre, ce sera avec plaisir. Excellente présentation, hein, avec des documents. Je suis obligé de vous laisser, je vous quitte. Je vous quitte. Bravo pour la présentation. Au revoir tous. Merci Guy. Félicitations, Jean-Daniel, pour ta présentation et la qualité des plis et des explications qui vont avec. Et effectivement, toute cette présentation montre ce qui est recherché de nos jours en termes d'aérophilatélie, c'est-à-dire des études d'acheminement original et d'affranchissement également originaux. Donc, vraiment Exceptionnel. félicitations pour cette présentation. Donc, je laisse les autres participants qui ont peut-être des questions à poser, les poser. Pas de questions, mais c'était très intéressant, surtout que il y a des domaines où on navigue un peu très mal, mais c'était très intéressant. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai donc présenté cette collection pour commencer en une exposition régionale. Je la représenterai l'année prochaine en exposition nationale. Et les commentaires qui m'ont été donnés sont les deux suivants qui m'ont rendu absolument furieux. Première remarque, il manque des plis retenus. Vous avez vu que j'avais un pli qui a été retenu 5 ans, le jury ne l'a pas vu. C'était en première page. J'avais d'autres retards avec interruption du courrier, donc je ne l'avais pas vu. Alors ça, c'est marqué sur ma fiche. Et deuxième remarque, ils m'ont demandé des cartes interzones. C'est vrai que les cartes interzones, quand on fait une étude sur la Seconde Guerre mondiale, c'est incontournable. Enfin, la carte interzone de Nouvelle-Calédonie, il n'y avait qu'une seule qui existe. Demander en régional d'avoir cette carte, je trouvais ça un peu... Ça montrait, et je le dis d'autant librement que je suis moi-même un jury, mais parfois le manque de compétences des jurys, dans ces cas-là, il ferait mieux, en tout cas, de ne pas écrire. Parce qu'il y a des membres du jury qui avaient une meilleure présentation? Non, pas du tout. C'est eux qui jugent. Ah bah. Elle était en quoi, s'il vous plaît? Elle était en aéro? National. En aéro, oui, absolument. En aéro. Non, mais vous êtes tombé sur un jury traditionnel. Non, pardon. Non, je l'ai présenté en histoire postale. Je l'ai présenté en histoire postale. La raison pour laquelle j'ai présenté en histoire postale, bon, d'abord, cette collection a fait en partie, je l'ai présentée dans la collection que j'ai sur la poste aérienne de Nouvelle-Calédonie, mais j'ai voulu la présenter en histoire postale, d'abord pour compléter toute la partie de la Seconde Guerre mondiale, et puis parce qu'il y a aussi beaucoup d'acheminements par bateau. Ok.
Non, non, un juré en aéro n'aurait jamais fait ce genre de remarque. Ma foi. Raison de plus pour présenter en aéro et défendre l'aérophilatélie. C'est vrai. Ouais. Sinon, pour analyser les acheminements, quelle est ta source principale? Tu utilises le Proud ou non? Ou tu utilises Non, non? Non, il y a tout, il faut de tout. faut tout Oui, non, exactement. mais c'est pour ça Il que je faut dis le pro. principal. Je vais vous dire, ma source la plus sûre et celle où j'ai le plus d'informations, c'est déjà pas facile, ce sont les journaux de Nouvelle-Calédonie. Parce que les avions, c'était tellement important dans une île comme ça du bout du monde, c'est que tout de suite, dès qu'il y avait une information sur un... Par exemple, j'ai dans la presse de Nouvelle-Calédonie tous les vols de la Paname avec le nombre de lettres qui étaient transportées au départ et à l'arrivée. C'est exceptionnel, ça, on le trouve nulle part ailleurs. Ensuite, à la fin de la guerre, systématiquement, il est indiqué quand arrivent des dépêches postales. Et on explique généralement d'où ça vient. Donc, à partir de cette base, je peux me raccrocher à la littérature bien connue, Proud, mais je n'utilise pas tellement le Proud pour cette période-là. Alors, oui, j'utilise aussi, bon, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur cette période, sur la poste aérienne en particulier. Il m'est arrivé une mésaventure que je dois vous raconter. Je vous ai dit là que toutes les lettres qui ont été censurées à Francfort. J'ai pendant très longtemps cru que ces lettres n'avaient pas été censurées à Francfort, mais qu'elles avaient été censurées à Madrid. Pour quelle raison je disais ça? C'est que cette information, elle a été donnée par l'ambassadeur d'Espagne, de Grande-Bretagne en Espagne, qui écrit dans ses mémoires que il savait, en particulier, il avait eu l'information par l'ambassadeur des États-Unis, qu'il y avait un bureau de censure allemand secret à Madrid. La proximité de Madrid avec Lisbonne, je crois, c'était possible. Le livre qui est quand même la base pour nous en aéro de cette période, c'est le livre de Thomas Boyle sur les liaisons aériennes pendant la Deuxième Guerre mondiale, dit une dizaine de fois, fait mention d'une dizaine de fois de cette commission de censure à Madrid. Desrousseaux, qui est aussi une référence, du moins pour tout ce qui est l'Indochine, mentionne ce passage par Madrid. Et quand j'ai écrit ça dans un article, je me suis fait descendre par des experts qui m'ont expliqué que on n'a jamais eu de preuve de l'existence de cette censure à Madrid. Donc voilà, il ne faut pas toujours croire ce qui est écrit, surtout sur cette période qui est très compliquée. Cela montre surtout qu'il suffit que quelqu'un dise quelque chose et tout le monde le reprend derrière sans vérifier. Exact. Exact.